Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et le partage, ça aide la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir gratuitement, un lien vers mon Utip est en description. Aujourd'hui on repart sur de l'analyse et théorie pour Days Gone, un jeu que j'ai énormément attendu, sur lequel j'ai mis beaucoup d'espoir et comme vous pouvez vous en douter, je suis globalement très mitigé. Les bases sont très solides, Days Gone avait tout en main, mais dans l'exécution et surtout dans sa mise en scène, c'est clairement décevant. Bien évidemment cette vidéo spoil complètement le jeu et son histoire, vous êtes prévenus. Avant de commencer, je tenais vraiment à souligner le travail qui a été fait par Ben Studio pour Days Gone, qui à mon sens est sorti trop tôt malgré le fait que le jeu était en développement depuis 2012, après qu'ils aient sorti un jeu Uncharted sur PS Vita. L'effectif du studio était de 43 personnes à la base, autant dire que c'est relativement peu pour un projet si ambitieux. En 2016, l'année où le jeu était montré pour la première fois durant l'E3, Sony annonce gonfler l'effectif de sa filiale. On passe de 43 à 103 employés chez Ben Studio pour le développement de Days Gone. C'était vraiment une bonne nouvelle qui donnait encore plus espoir en ce jeu après avoir vu ce que Ben Studio était capable de montrer avec seulement 43 employés, grâce à notamment ce gameplay trailer montré à l'E3. Quand on voit les têtes dirigeantes de Ben Studio durant les interviews, on sent vraiment la fierté qui se dégage et on ne peut qu'être à fond derrière eux. Avant Days Gone, il y a eu beaucoup de jeux autour des zombies, des infectés, mais un grand monde ouvert avec un scénario solide et un personnage jouable tel que Deacon St. John, c'était à mon souvenir jamais arrivé avant. Je pense à State of Decay et The Last of Us. State of Decay est certes monde ouvert, mais on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment d'histoire et le gameplay devient soporifique au bout de quelques sessions. Et The Last of Us n'est clairement pas monde ouvert, c'est des grands niveaux comme Uncharted, il n'y a que le 2 prévu pour 2020 qui le sera. Du moins il a fortement l'air d'être monde ouvert et plus du tout par grand niveau. Tout ça pour dire que malgré les défauts sur lesquels je vais appuyer sévèrement durant cette vidéo, ça n'enlève absolument rien à la volonté qu'a eu Ben Studio de vouloir faire de Days Gone un grand jeu. Vu la fin du jeu, la vraie fin du jeu, un Days Gone 2 est possible et vu l'effectif ajouté depuis 2016, on peut largement espérer que le studio proposera beaucoup plus, qu'il ira plus loin et surtout que le jeu sortira fini. Parce qu'on va en parler, mais il manque pas mal de choses, il y a un sentiment de vide sur pas mal de moments durant l'aventure. Le gameplay de Days Gone est très nerveux comme promis, le monde est très dangereux et on ne se pose jamais vraiment, on est toujours dans l'action. Je trouve que Ben Studio a bien tenu sa promesse d'un monde où le danger gravite constamment autour de notre personnage, sûrement que ça a plu à la majorité d'entre vous, personnellement je trouve que c'est trop. Le nerf du jeu tourne beaucoup trop autour de ça je trouve, on est toujours en face à face avec des zombies, beaucoup de camps d'ennemis aussi durant le chemin en bécane et parfois même dans les bases ennemies, les zombies sont là constamment. Enfin je dis zombies mais on a tous bien compris que ce sont plus des infectés style de World War Z, je suis une légende, que de zombies normaux. Sans compter les animaux infectés, ours, loups, corbeaux, etc. Et bien sûr les infectés spéciaux tels que les hurleurs, les brutes et les sprinters. Alors attention à prendre en compte quand même que de base, jouer à un jeu type horreur, c'est pas possible. Je tiens pas très longtemps devant le jeu, donc bien sûr il y a la partie chochotte en moi qui parle, mais objectivement, les missions autour des zombies et des campements d'ennemis sont juste extrêmement répétitives. On finit par farm comme un chinois des camps à éliminer, et ça franchement c'est le gros point noir au niveau du gameplay. Parce qu'en plus que c'est omniprésent sur la map en dehors des missions de l'histoire principale, on retrouve énormément ces phases-là durant les missions de l'histoire. Et ça c'est juste impardonnable. À part aller, soyons gentils, 5-6 grosses missions qui s'éloignent plus ou moins beaucoup de ça, on en bouffe constamment en fait. Et désolé, ça va être limite une insulte, mais par moments on se croirait dans un State of Decay, il y a des zombies partout, des infestations partout, des hordes partout et très peu de moments moins oppressants. Alors ok, c'est un peu la promesse des développeurs d'avoir voulu rendre le monde comme ça, mais c'est beaucoup de réchauffé en fait en termes de variété de missions. Et je fais un peu la comparaison avec State of Decay parce que même jusqu'aux affrontements contre des animaux, ça m'y fait penser. Parce que dans ce jeu, t'es contre des zombies, tu te mets sur un véhicule, t'es tranquille. Sur Days Gone, c'est pareil avec les animaux. Et le bordel, il est attiré par moi, c'est dingue. Meurs ou pas?
C'est dingue. Cet ours, il est fou. Genre... oh, putain. Il prend la fuite, quoi. Genre le jeu, à partir du moment où t'es sur une voiture, l'ours, il fait plus rien, quoi. C'est terrible. Bon, vas-y, là. Regardez. Je suis plus sur la voiture. Il va venir, c'est sûr. Regardez-le. Ah, je retourne. Alors. Ah, quand même. Des bofs, quand même. Typiquement, si on retire toutes les missions annexes entourant les zombies et les camps ennemis, on n'a que les laboratoires du Nero à rallumer pour se shooter à la seringue, quoi. Et même durant ces moments-là, suffit de passer à côté d'un haut-parleur sans faire gaffe pour rameuter plein de zombies autour du labo, et parfois même une horde si l'endroit en est assez proche. La chose qui, en revanche, est extrêmement bien foutue, c'est les hordes de zombies. Très clairement, je me suis jamais retrouvé en face d'autant de zombies dans un jeu. Les quelques hordes qu'on doit forcément se taper pour avancer dans l'histoire du jeu sont vraiment gigantesques. Sur celle de la Syrie, j'ai dû m'y prendre à 2 fois avant de la finir. En plus du nombre de zombies et le fait que les mouvements sont bien foutus, c'est vraiment l'ambiance, la musique autour qui est très immersive, très oppressante, qui fait très réel. En tant que chieur à gage en jeu d'horreur, je me suis chié dessus à plusieurs reprises. Parce que si parfois t'arrives à bien gérer la horde et que tu te sens un minimum en sécurité, la plupart du temps tu te fais surprendre par un petit groupe qui pop sans prévenir. Et à moins d'avoir l'endurance au maximum et ou la moto à proximité, c'est la mort assurée, sans compter bien sûr qu'à tout moment un ours peut s'ajouter à l'équation, ou alors une brute, voire un sprinter. En ce qui concerne le reste, on va d'abord parler de l'inventaire, des objets et des armes à disposition durant notre aventure. Le roster est vraiment cool et évolue tout du long de l'aventure. Le système de loot ressemble plus ou moins à The Last of Us, à la différence que dans Days Gone, t'interagis pas avec les décors. Tout est sur place, y a pas de placard à ouvrir ou un tiroir. C'est dommage. D'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, les décors, les maisons, etc., ils sont vraiment pas ouf. Alors c'est beau, ça va, mais à part ouvrir des portes ou des coffres, il n'y a pas vraiment d'interaction spéciale. Le jeu est très grand, il y a beaucoup de petites villes, la map est riche, mais dans les détails, il n'y a pas grand chose. Ce qui est dommage aussi, c'est que Deacon ne saute pas. Genre t'es sur un toit, t'as beau être proche d'une autre maison, tu tomberas au sol et pas en face. The Last of Us a bien compris que c'était une action importante à avoir dans ce type de jeu. Sinon, pour revenir aux armes et objets, je trouve que c'est assez varié. On peut jouer un Deacon très corps à corps, fusil à pompe, mitraillette à courte portée, ou être plus distant avec un flingue, fusil d'assaut et sniper. En armes au corps à corps, style batte de baseball et autres, je trouve que ça manque de diversité en revanche, en tout cas d'efficacité. Ils auraient pu aller plus loin que ça avec cette mécanique de modification. Perso, à part faire une batte de baseball avec des barbelés, j'ai pas modifié grand chose. Les objets à fabriquer sont pas mal, gérer sa ferraille est assez compliqué au début, mais avec le temps on est de moins en moins en dèche. Le système de fabrication est rapide et permet de temporiser grâce au ralentissement. En ce qui concerne les arbres de compétences, je suis pas spécialement fan du choix d'en avoir 3, pas trop fan non plus de certaines capacités. Il y en a des trop cheatés comme des useless. Par exemple, dans l'arbre de compétences de survie, il y a le fait de loot plus de plantes quand on en cueille. J'aurais préféré que ce soit une compétence à augmenter en lootant justement. Ça aurait forcé le joueur à se concentrer sur ce genre de compétences, ça aurait forcé à beaucoup cueillir ou chasser même pour augmenter ses capacités. La chasse, parlons-en, elle est useless, ça te rapporte vraiment pas beaucoup d'argent. Pareil pour les primes zombies. C'est sûr que vers la fin du jeu, quand tu t'habitues à éliminer des hordes entières, forcément t'arrives avec 500, 600 oreilles de zombies, ça rapporte un peu, mais au début c'est pas ouf quoi. Les compétences autour des armes à feu sont vraiment cheatées et permettent de tenir contre les hordes. Mais encore une fois, upgrader ses compétences et l'efficacité de ces armes à feu, ça aurait été plus intéressant de les améliorer à force de les utiliser ou en s'entraînant dans un camp. Il y aurait eu des features sympas à mettre en place avec les personnages qui tiennent les armureries par exemple. En bref, les arbres de compétences pour moi, ils sont là pour compenser le manque d'investissement et d'originalité concernant les possibilités autour des camps d'alliés, qui auraient pu être bien plus que des endroits où on achète des armes et où on dort quoi. D'ailleurs, à quoi ça sert de dormir? Perso, j'utilisais ça uniquement pour jouer au maximum en journée. Ça aurait été intéressant que Deacon doive dormir pour régénérer complètement son endurance par exemple. Ça aurait aussi été intéressant de faire en sorte que la nourriture soit présente. On chasse pour gagner des crédits dans les camps alliés mais on mange pas. Ben Studio a énormément insisté sur le côté survival du jeu, le fait d'être H24 en danger. Ils auraient pu aller jusqu'au bout de la démarche en proposant un système de survie qui prend en compte la faim et le sommeil. Je vais
souvent me répéter, mais Days Gone est sorti trop tôt finalement. On sent que le jeu peut être tellement mieux sur tous les points. Parlons des communautés, les Copland, Iron Mike et compagnie. Je trouve ultra intéressant le fait d'avoir donné du background au chef de chaque camp. Je trouve vraiment dommage que Copland et Tuck soient sous-exploités durant l'histoire en revanche. Au début on les voit pas mal, mais à partir du moment où t'es proche de franchir les montagnes pour aller au sud retrouver Sarah, bah on les voit plus. Ils ne font plus partie de l'histoire du jeu, on les oublie limite. Alors que Copland et ses histoires de complot, tout ce qu'il dit via radio, on sent qu'il y a beaucoup de travail sur lui, mais il n'est pas exploité à son maximum. On aurait pu imaginer que son camp soit en confrontation avec un groupe spécial d'ennemis, un peu comme les Reapers contre le groupe d'Iron Mike, ou carrément avec le camp de Tuck par exemple. Tuck qui elle aussi a du potentiel, on sait qu'elle fait travailler durement les personnes qu'elle recueille, les garde, les frappe et les maltraite. On aurait pu aller au bout de ce délire en étant après coup en confrontation avec ce camp. Il y avait largement de quoi faire pour développer encore plus ces deux camps de survivants. Au début chez Copland c'est intéressant de s'y attarder parce qu'au niveau de la moto il y a de quoi faire, mais une fois chez Iron Mike, t'en as plus besoin. Le camp de Tucker sert jusqu'au bout grâce à l'espèce de sulfateuse à débloquer au niveau 3 du camp, mais c'est tout. Au niveau des missions spéciales concernant les camps, chaque chef te sollicite plusieurs fois pour remplir des missions pour eux, mais c'est souvent la même chose. Un de nos hommes a fugué ou s'est perdu, tu peux aller le sauver ou le tuer s'il te plaît. On a un camp de Reaper ou de Drifter qui nous emmerde, tu peux les éliminer jusqu'au dernier s'il te plaît. C'est très répétitif encore une fois, et c'est dommage parce que c'est une bonne idée d'avoir plusieurs communautés avec qui marchander, chez qui dormir, entretenir des relations, mais on a le strict minimum quoi. Le côté vivant des habitants des communautés est vraiment claqué au sol. Ils ont tous un plan de route qui ne ressemble à rien et est bien plus robotique qu'autre chose. À une époque où on est de plus en plus habitué à des PNJ avec un parcours et un développement un minimum intéressant et intelligent autour d'eux, c'est assez décevant. Le jeu sort quand même plusieurs mois après Red Dead Redemption 2 et 2 ans après Assassin's Creed Origins. Entre les deux PNJ qui se racontent la même histoire tous les jours et les parcours foireux qui n'ont aucun objectif, on est servi dans la médiocrité. Est-ce que c'est un de ces PNJ décoratifs? What the fuck? Le jeu il veut pas que je regarde un homme travailler. Il fait quoi là? Aïe aïe aïe, terrible. Tu montes ou tu descends? Le mec il est dans le décor, il est dans le sol, putain. Mais OMG. Et vous, qu'est-ce que vous foutez? J'aime bien observer la vie des PNJ comme ça. Voir leur trajet, qu'est-ce qu'ils foutent. Est-ce qu'il va aller le voir parce qu'il bosse pas? Incroyable. Lui la paix. Bossez. Maintenant. Oh là là, c'était sûr. Alors c'est comment? Qu'est-ce qui va se passer? Bon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les seuls qui ont le droit à un minimum de traitement sont ceux qui tiennent les stands d'armes, le garage pour la moto, les primes et la cuisine, sans compter les chefs de camp qui te donnent des missions et sont parfois importants dans l'histoire. Je dis parfois parce que Copland et Tucker, on les voit souvent au début, puis après c'est terminé. En 2016, durant l'E3, une première séquence de gameplay est montrée. Très clairement, c'était une séquence incroyable, qui mettait la barre très haute. J'étais totalement hypé par ce jeu grâce à cette séquence. Mais force est de constater qu'elle a été vraiment boostée pour être la plus parfaite possible, car entre cette séquence en 2016 et le jeu sorti en 2019, il y a quand même énormément de différences et c'est très décevant. C'est un peu l'effet Watch Dogs quoi, je comprends pas, c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Pour vous donner deux exemples, la mission de cette séquence de gameplay durant l'E3 2016, quand je l'ai faite dans le jeu, la mission était complètement buggée. On a cette séquence où on chasse un gars qu'on doit tuer pour le camp d'Iron Mike. Durant le gameplay présenté à l'E3, Deacon croise des loups mais ces derniers ne l'attaquent pas. Il leur fait peur même, alors qu'en vrai ils souent, les loups ils te sautent 100 fois dessus. Aussi, le gars qu'on poursuit dans la version finale, il fuit mais nous provoque, alors qu'en 2016, il fuit par peur de Deacon visiblement. Et puis on sent qu'il y a une histoire particulière entre les deux personnages, alors que dans la version finale, ce n'est qu'un gars qu'on doit tuer pour X raisons, on ne connaît pas le type. La horde de la Syrie dans le gameplay de 2016 allait en extérieur, alors qu'en fait, les hordes ne sortent que la nuit, ou alors c'est qu'elles attaquent quelque chose qui a fait du bruit. Mon expérience sur cette mission a été catastrophique. Je m'en veux de pas l'avoir record. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi la cible et arrivé dans la grange où on est censé le trouver en difficulté, je ne le trouvais tout simplement pas. Et après quelques minutes, j'ai remarqué qu'il courait contre une fenêtre comme un bon mongol bien buggé. Et quand je me suis trouvé face à lui, pile à ce moment-là, la horde qui était endormie en face s'est réveillée et a foncé sur nous. J'ai réussi à monter sur le toit, la horde avait emporté avec elle le PNJ buggé sur une des grosses caisses qui sert à monter sur le toit. N'étant pas vu par la horde, cette dernière est retournée dormir. Et j'ai pu comme ça récupérer l'objet sur le PNJ que le camp te demande forcément comme preuve du meurtre.
meurtre. Et ça, c'est encore un détail qui n'existe pas dans le gameplay de 2016. Mais c'est pas fini, il m'est arrivé la même chose plus ou moins avec le gameplay présenté durant le 3 2017. Déjà, on oublie les loups et les ennemis qui te tendent un piège sur la route. On suit bien sûr la même piste que dans le gameplay de 2017, à la différence que le petit camp ennemi était vide et que j'ai pu donc choisir ma direction. On oublie également la horde qui est censée se trouver pas loin. Du coup, je suis plutôt arrivé par le haut de leur base, alors que dans la vidéo de 2017, Deacon arrive par le bas et utilise la horde de zombies pour qu'elle attaque le camp, où est retenu prisonnier Manny, le gars qui s'occupe des motos chez Copland. Moi, je me suis infiltré discrètement, donc j'ai snipé le gars qu'on est censé tuer durant la cinématique. Mis à part le passage avec ce gars qui retenait Manny, j'ai eu la même cinématique. Sauf qu'étant donné que je n'avais pas liquidé toute la base ennemie, eh bien l'ours rageur là, bah c'est les ennemis du camp qui s'en sont chargés pour moi en fait. Moi j'étais là, tranquille, à loot, à les regarder, pépère, j'étais pépère sur mon arbre avec Manny. Bon, c'est marrant vu comme ça, mais j'étais pas mal dégoûté en fait, parce que je voulais faire à peu près la même chose que dans le gameplay de 2017 quoi. Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça pour des missions que j'attendais énormément de pouvoir faire? Il n'y a que deux options. La première, c'est que le jeu, même après quelques mises à jour, est toujours autant buggé, et c'est la tristesse. Et la deuxième, c'est qu'il serait possible que Days Gone ait été beaucoup pensé pour une PS4 Pro, et non une PS4 normale. Perso, j'ai la première Slim. Si c'est le cas, ça expliquerait certains bugs, mais c'est toujours la tristesse doublée d'un beau foutage de gueule qui t'incite à prendre une PS4 Pro, alors que la PS5 va bientôt pointer le bout de son nez. Depuis, il y a eu une mise à jour, qu'ils font passer sous forme de DLC gratuit. Bon, on n'a pas eu de nouvelle mission principale. En revanche, ce DLC propose une plus grande difficulté, une amélioration au niveau du HUD et une section défis regroupant 3 types de défis à mon souvenir. Contre des ennemis humains, des hordes qui débarquent à l'infini, autant dire que je ne lancerai jamais ce mode de défi, et des parcours à faire en moto. Franchement, c'est très léger et ça ne fait que prouver à quel point ils ont avant tout cherché à boucler le jeu dans les temps plutôt qu'à l'upgrade et pourquoi pas préparer de vraies nouveautés pour ce DLC et pas seulement une difficulté augmentée et s'amuser à refaire à nouveau tout ce que t'as déjà farmé comme un chinois durant le jeu. En définitive, Days Gone aurait dû se permettre de prendre plus de temps avant de sortir pour mieux développer son univers, le rendre beaucoup plus immersif, qu'on se sente plus concerné par le fait de par exemple choisir soi-même de rester ou pas dans un camp en particulier. Ben Studio avait tout pour proposer une expérience de jeu unique pour un survival horror en mode ouvert. Le fait que l'effectif en 2016 a été gonflé est pour moi une bonne chose pour l'avenir, mais je pense personnellement qu'ils ont été pris pour finir le plus vite possible Days Gone. Ils auraient pu arrêter de partager chaque année du gameplay et dire qu'ils prendront finalement plus de temps à développer le jeu pour donner le maximum possible. Il manque des choses, le potentiel est très grand, mais c'est dommage d'avoir sorti un jeu qui aurait dû contenir tellement plus. Je trouve que ça se ressent pas mal au niveau de l'histoire d'ailleurs. Looks like there's no way around. Looks like there's no way around. À l'image de son gameplay, l'histoire de Days Gone est totalement perfectible. Je trouve que les enjeux ne sont pas très nombreux, pour moi il n'y en a que 3 gros. Le premier, celui sur lequel se base le jeu dès le début, c'est le fait que Deacon cherche à retrouver sa femme Sarah, dont il est persuadé qu'elle est toujours en vie quelque part. Le deuxième, c'est celui autour d'Iron Mike et des Reapers, qui était vraiment l'intrigue la plus intéressante et cool selon moi. Le background qu'il y a dans la relation entre Iron Mike et Deacon, le fait que le chef des Reapers se trouve être en fait un ancien du MC de Deacon et Boozer, un gars à qui ils avaient brûlé les tatouages à la Sons of Anarchy, il y avait ce lien avec l'ancien monde qui était génial pour le coup je trouve. Et enfin, le troisième et dernier gros enjeu, c'est Wizard Island. Toute la dernière partie du jeu où l'on est dans le sud à aider la grande milice dirigée par le général de Gaulle. Ce même taré qu'on aide et avec qui on trouve le moyen plutôt efficace de supprimer des hordes. Alors que bon, franchement, les napalms, j'ai dû les utiliser 2-3 fois. Après, j'ai jamais cherché à trouver les ressources pour en refabriquer et ça m'a pas empêché de me faire des hordes sans. Il y a également toute l'intrigue entourant le Nero et O'Brien. Alors oui, c'est un enjeu plus ou moins direct, mais à part les écouter sans se faire repérer et parler de temps en temps avec O'Brien, on n'interagit pas du tout avec leur monde. O'Brien n'accepte pas que Deacon monte dans son hélico, il n'y a pas de grand moment avec cette intrigue, si ce n'est dans la dernière cinématique du jeu quand on a absolument farmé comme un chinois la map. Le fait d'incarner un motard qui avant l'apocalypse faisait partie d'un MC, en plus de faire beaucoup penser à Sons of Anarchy, c'est assez inédit dans un jeu je trouve. Les communautés font penser à des MC qui soit cohabitent, soit s'affrontent. C'est dommage que les ennemis drifters ne soient pas plus développés durant l'histoire. Ça aurait été intéressant avec Copland et Tuck par exemple. Ça aurait rallongé l'histoire et surtout ça l'aurait rendu plus riche parce qu'en gros durant tout le jeu on affronte seulement 2 gros méchants. Je pense qu'on peut pas dire que Schizo était un grand ennemi alors que l'histoire fait de lui le dernier bad guy qu'on tue. Je trouve que c'est beaucoup trop d'importance donnée à un personnage qui n'est pas du tout charismatique à mon goût et qui est très oubliable dans l'ensemble. La seule chose que je retiens de Schizo c'est que son visage ressemble énormément à celui de Deacon. J'ai l'impression d'être le seul à remarquer ça. Avis global sur l'histoire.
l'histoire, j'ai trouvé qu'en plus d'être assez inédit pour cet univers post-apo en jeu vidéo, l'histoire arrive à se renouveler quand Deacon va au sud et à proposer certains plans intelligents. Le fait de jouer avec le passé présent, ça apporte vraiment plus de profondeur à Deacon et à sa quête pour retrouver sa femme qu'il n'arrive pas à oublier. Le flashback du moment où l'on vit le début de l'apocalypse est très intéressant, mais le bémol, c'est que les cinématiques sont coupées au moins 3-4 fois. J'ai vraiment l'impression qu'il y aurait dû y avoir des séquences de gameplay à ce moment, mais que pour X raisons, ils ont fini par ne pas garder cette idée, d'où les multiples cuts entre les cinématiques. Et je trouve ça extrêmement décevant, parce que ça aurait été encore plus immersif, on se serait senti encore plus concerné. Le fait d'avoir une trame scénaristique hyper prenante avec O'Brien et le Nero pendant qu'on passe le plus clair de son temps à être en relation avec des communautés qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, alors qu'avec Deacon on en sait de plus en plus tout le long de l'histoire, je trouve que c'est une bonne idée, mais qui encore une fois n'est pas exploitée jusqu'au bout à mon sens. Ça aurait pu prendre une envergure bien plus grande. La relation Boozer et Deacon est sympa, deux vieux frères de MC qui survivent ensemble durant l'apocalypse. Boozer est un bon personnage, il évolue assez rapidement, on se fait du souci pour lui dès le début, et quand on arrive chez Iron Mike, avec qui on a un passé lourd, on fout un peu la merde dans la relation de paix entre les Reapers et le camp d'Iron Mike en allant piquer des ressources pour soigner Boozer. Ce dernier qui finit avec une main en moins et qui fait forcément penser à Merle et plus récemment à Aaron dans The Walking Dead. Toute cette partie chez Iron Mike où l'on doit gérer la bêtise de Schizo et la menace des Reapers, c'est clairement ma partie préférée de l'histoire. J'estime que cette partie commence quand on débarque pour sauver Boozer et se termine quand Iron Mike nous fait passer les montagnes pour débarquer au sud de la map. Le fait que le chef des Reapers soit un ancien du MC de Boozer et Deacon, ça a été vraiment une belle surprise, et c'était une belle histoire de vengeance, une histoire personnelle qui remonte à l'ancien monde, on peut dire. Je regrette juste la manière dont cette trame se termine. Le fight final à base de combat au corps à corps au couteau, c'était franchement pas dingue, et Ben Studio nous fait le même coup à la fin avec Schizo. Le fait qu'après Deacon et Boozer décident de faire péter le barrage d'eau pour éliminer un maximum de Reapers survivants, j'ai trouvé ça trop gratuit. Tout comme le fait que Schizo après sa trahison est sauvé par Iron Mike, trop gratuit, trop facile. On sait qu'on finira par le retrouver plus tard dans le jeu et qu'il posera à nouveau des soucis à Deacon. Durant cette trame, j'ai pas mal apprécié la relation qu'entretient Ricky et Deacon. Pendant un moment, on sent qu'il y a quelque chose de plus entre eux que de la simple camaraderie. Peut-être qu'ils ont eu une relation intime plus tôt, on sait qu'ils ont fait pas mal de routes ensemble. Ce sentiment de tout recommencer depuis le début quand on rentre dans le sud de la carte, avec une nouvelle grande partie de la map révélée, c'était très agréable et ça me fait penser aux chansons dans Days Gone. Je crois qu'il y en a 3 qui sont marquantes, sur lesquelles le jeu insiste bien, exactement comme les séquences chansons dans Red Dead Redemption 2. Je trouve qu'on devrait avoir plus de phases comme ça dans les jeux solo. Bon, clairement les chansons dans Days Gone ne m'ont pas du tout fait le même effet qu'avec Red Dead 2. Si le jeu avait pris plus de temps pour être mieux développé et plus poussé à tous les niveaux, elles auraient sûrement mieux marché. Une fois arrivé dans l'autre côté de la map, on rencontre très rapidement, trop rapidement même je dirais, de nouveaux personnages qui nous amènent directement à un tout nouveau camp d'alliés, Diamond Lake, l'idée par un certain capitaine Kouri, qui porte la bague que Deacon avait offert à Sarah. On y découvre un camp dans un esprit très militaire puisqu'en fait dirigé de loin par le colonel Garrett. Toute une hiérarchie d'hommes et de femmes l'idée par ce dernier qui a comme objectif de rendre le monde meilleur, un monde qui correspond à ses croyances personnelles. Et c'est donc via le camp du colonel que l'on revoit Sarah qui finalement n'est pas morte malgré les doutes et ce que nous avait dit O'Brien plus tôt dans l'histoire. Les retrouvailles sont assez bizarres, peu communes disons. Dans cette communauté militaire, le colonel ne laisse pas de place aux histoires de cœur, donc le couple ne se montre pas et il garde des discussions d'une formalité sans pareil. Mais petit à petit, Sarah se lâche un peu et on fera quelques missions avec elle en extérieur, dont une que je trouve très importante mais pas assez exploitée encore une fois, où l'on revient dans le grand laboratoire où elle travaillait avant l'apocalypse. Durant un flashback plus tôt, Sarah parle de son métier et on comprend très vite qu'elle doit avoir une relation, une connexion avec le virus zombie de près ou de loin, d'où cette fameuse mission dans le présent où il retourne à son ancien laboratoire et où il tombe malheureusement sur des survivants hostiles du laboratoire qui ne veulent pas discuter et préfèrent tirer à vue. Deacon apprend donc que Sarah faisait partie d'un projet visant à étudier du gingembre, de la cèpe de vigne, puis qu'un jour ils se sont fait stopper dans leurs recherches, elle et un certain David Gorman, ce dernier qui selon Sarah sentait que quelque chose n'allait pas avec leur supérieur et qu'il aurait piraté le système et découvert que le projet sur lequel il travaillait était classé top secret. Sarah va plus loin en expliquant que David avait volé beaucoup de leurs recherches, puis
voulu dénoncer toute l'affaire durant un grand événement médiatisé pour l'environnement. Elle suggère qu'à ce moment-là, il devait être déjà infecté sans le savoir, et 2 jours plus tard, toutes les personnes présentes étaient elles aussi infectées. En gros, Sarah nous raconte la naissance du virus zombie et comment il s'est répandu dans le monde. Les personnes présentes durant ce grand événement mondial sont rentrées dans leurs pays respectifs et ont ainsi infecté le monde entier. C'est un aspect très intéressant de l'histoire qui nous donne plus d'infos sur l'univers du jeu et surtout plus de profondeur au personnage de Sarah. Après un bon bout de temps passé dans le sud de la map, à force de fréquenter le colonel et sa communauté, on se rend compte que ce dernier n'est finalement pas si gentil et droit dans ses baskets. Certes, grâce à ce qu'il a construit, les humains augmentent leurs chances de survie face aux infectés puisque via ses scientifiques, des armes efficaces sont inventées pour se débarrasser plus facilement des hordes. Mais ses méthodes, sa dictature militaire et sa haine de ceux qui sont différents et n'acceptent pas sa vision, font du colonel la grande menace de Days Gone sur la fin, ce dernier voulant conquérir le nord de l'Oregon, à savoir Lost Lake et les autres communautés auxquelles on s'est attaché avant de rejoindre le sud. Quand Deacon et Sarah prévoient de s'échapper de Wizard Island avec l'aide d'O'Brien, l'arrivée de Schizo dans le camp vient foutre la merde et grille complètement Deacon. Je m'attendais à le revoir le Schizo, mais je pensais pas que ce serait encore une fois d'une manière détestable. Résultat, Deacon est expulsé, condamné par le colonel qui le confie à Kouri. Ce dernier, au lieu d'obéir aveuglément au colonel, nous sauve et s'en va de son côté avec ses hommes. Deacon rejoint Lost Lake qui a subi l'attaque du colonel, Iron Mike meurt et tout ça nous amène à être plus ou moins leader et planifier une contre-attaque sur Wizard Island et sauver Sarah. Les survivants de Wizard Island se trouvent un nouveau leader et sont en paix avec toutes les communes. En gros, tout est bien qui finit bien, on finit sur une note positive pour l'histoire de Days Gone. Même jusqu'au générique de fin, on nous met des cinématiques avec plusieurs cuts. Puis bon, voir Deacon et Sarah rouler sur la map comme ça, histoire d'eux, avec une musique en fond, en mode waouh, c'est trop stylé, bien joué monsieur le Gamers, tu as fini Days Gone. Bon, encore une fois, on aurait mérité mieux quand même. Surtout que les affrontements finaux ne sont pas ouf, le colonel meurt lamentablement, et contre Schizo, on nous fait un peu le remake de la fin du premier Uncharted, où il fallait avancer en esquivant les coups de feu du boss pour finir à du corps à corps. Puis avec Schizo, le combat est limite plus rapide que contre le chef des Reapers. Vous vous souvenez? Quand je vous ai dit que les infectés mutaient. Ouais, ok, un mutant ça mute, en quoi ça m'intéresse? Waouh. Après avoir fini l'histoire principale de Days Gone, il reste encore 4 cinématiques. 2 complètement rincées et 2 importantes qui je pense auraient dû avoir lieu durant l'histoire principale et pas après la fin. Aller chercher 2 bagues à Wizard Island et aller au cimetière du camp d'Iron Mike pour se recueillir entre grosses guillemets devant sa tombe, franchement on s'en fout mais complètement. Cette scène devant la tombe d'Iron Mike, ça aurait été intéressant qu'elle fasse la transition entre la fin de l'histoire et le retour au jeu après les crédits par exemple. La cinématique avec la petite Lisa qui après les événements contre le Reaper passe à Lost Lake pour récupérer des primes, c'est très bien parce que depuis le début du jeu, c'est une personne que Deacon cherche à protéger comme il peut, tout en respectant ses choix malgré le fait qu'elle se mette en danger. Elle a un parcours assez chaotique durant l'histoire, la voir en Reaper ça a été un petit choc quand même. C'est bien d'avoir eu des nouvelles d'elle avec cette petite cinématique, mais ça aurait été bien mieux de la retrouver plus tôt avec un rôle à jouer durant l'attaque contre Wizard Island. Bon, et la dernière cinématique du jeu, qui ne se débloque d'après ce que j'ai vu sur internet qu'après avoir fini toutes les missions annexes du jeu, les infestations, les labos du Nero et les hordes. Clairement je me suis pas amusé à le faire, mais j'ai vu la cinématique et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est là pour teaser un possible Days Gone 2. Le fait d'avoir cette cinématique uniquement après avoir rasé la map, ça me rappelle les jeux à l'ancienne qui avaient parfois ce genre de cinématique cachée, laissant penser qu'une suite est possible. Après les événements contre le colonel à Wizard Island, O'Brien contacte Deacon par radio et lui demande de le retrouver au cimetière qui se trouve au nord à droite de la map si je dis pas de bêtises. O'Brien aurait quelque chose d'important à dire à Deacon. Il nous révèle donc son visage qui est celui d'un infecté. O'Brien est un infecté depuis tout ce temps. Il explique que le virus mute de façon exponentielle. Ils étaient au courant, bien sûr. Et depuis toujours. Mes supérieurs. C'est pour ça qu'ils étaient si secrets. Ils le savaient.
Et là c'est très intéressant puisqu'il précise que c'est pour ça que ses supérieurs étaient si secrets. D'après une théorie que j'ai vue sur YouTube, il pourrait s'agir de David Gorman, l'ancien collègue de Sarah qui selon elle était le premier infecté. Le problème avec cette théorie, c'est qu'avec Deacon on rencontre O'Brien pour la première fois quand c'est le début de l'apocalypse et que ce dernier embarque avec lui Sarah pour la sauver de ses blessures. O'Brien met en garde Deacon qu'ils arrivent et qu'absolument personne ne peut rien faire pour les arrêter. L'hélico se met à décoller et O'Brien saute dedans avec l'agilité d'un infecté. Alors quand il dit qu'ils arrivent, il est plutôt logique de penser à de nouvelles hordes d'infectés, encore plus mutées et dangereuses qu'auparavant. Laisser le champ libre à un Days Gone pour inventer de nouvelles variétés d'infectés à affronter. Comme on peut le remarquer, O'Brien est bel et bien un infecté, mais arrive à contrôler son côté infecté justement, notamment apparemment via sa combinaison qui aiderait à son maintien, puisqu'après avoir retiré le haut de sa combinaison, sa voix se tord et tend vers un son qu'on connaît très bien, puisqu'on entend des cris de zombies absolument partout où on va durant l'aventure. Partons sur le principe qu'un Days Gone 2 soit confirmé, étant donné que le jeu est très largement perfectible, c'est une excellente nouvelle pour le gameplay et l'aspect RPG du jeu qui est très pauvre franchement, mais aussi une bonne nouvelle pour l'intrigue autour du Nero et d'O'Brien qui n'est pas fini et est très clairement l'enjeu principal de fond avec la recherche de Sarah de ce premier Days Gone, qui hormis les deux grosses intrigues contre les Reapers et le général de Gaulle au sud de la map, n'a pas su proposer quelque chose de vraiment intéressant. Toutes les intrigues secondaires et tous ces personnages sont sous-exploités. Ce Days Gone 2 a le potentiel d'offrir beaucoup plus que le premier. Je vais peut-être être un peu méchant, mais c'est bien beau de s'inspirer de The Walking Dead, Sons of Anarchy et Je suis une légende pour créer un jeu original, mais il serait peut-être bien de s'inspirer également des récents jeux à monde ouvert qui offrent tellement plus que Days Gone au niveau narratif. Je pense tout particulièrement à Horizon Zero Dawn, à Red Dead Redemption 2, également les derniers Assassin's Creed Origins et même Odyssey, qui a certes ses défauts mais offre énormément. Un Days Gone 2 qui apprend des erreurs de l'opus précédent et cherche à aller plus loin, mais ça dépasserait l'entendement. Rien qu'au niveau de l'intrigue du Nero et d'O'Brien, il y a tout un boulevard à exploiter. Bon, déjà au niveau des infectés, c'est sûr que ça ira plus loin, on aura encore plus de variété. On peut carrément imaginer que beaucoup d'infectés soient devenus plus intelligents et seraient capables, comme O'Brien, de parler, d'avoir des capacités d'un infecté tout en étant entre guillemets soi-même quoi. Ça créerait automatiquement une ambiance et une façon de jouer un peu nouvelle, puisque les infectés seraient potentiellement moins cons que ceux dans le premier Days Gone. Et parallèlement, on pourrait avoir une intrigue qui concernerait directement Deacon. Je m'explique. Durant notre aventure, on est amené à s'injecter plusieurs fois l'espèce de sérum du Nero pour donner plus de santé, d'endurance et de concentration à Deacon. D'après une théorie, ce sérum contiendrait potentiellement du virus zombie des infectés. On sait qu'à la base c'est un projet top secret sur lequel Sarah travaillait. On peut imaginer que c'était pour créer un sérum de super soldats qui aurait capoté et créé à la place le virus qu'on connaît. Bon, on sait que le Nero travaille toujours sur ce sérum, on ne connaît pas réellement leur but, mais on sait qu'ils ont clairement des ressources et sûrement des bases réparties dans tout le pays. Au vu de la gueule d'O'Brien, on peut imaginer que la majorité des personnes avec qui il travaille soient comme lui en fait. Infectés mais en capacité de rester entre guillemets humains. O'Brien le dit souvent durant l'aventure, il n'est clairement pas le patron, ce n'est qu'un employé, un gars qui travaille pour le Nero. On peut imaginer que dans Days Gone 2, avec Deacon, on finirait par avoir affaire directement avec des personnes du Nero, autres qu'O'Brien, pour trouver une solution vis-à-vis des personnes qui doivent affronter régulièrement des infectés, alors qu'il pourrait être en sécurité avec eux et contribuer, s'intégrer au Nero. Et puis aussi, si Deacon, à force de s'injecter des sérums du Nero, se met lui aussi à avoir de sérieuses modifications, il pourrait avoir besoin de se guérir. Il vient de retrouver Sarah, c'est pas pour finir infecté et la bouffer quoi. Mais le Nero a l'air d'être une structure qui cherche plus à trouver des solutions dans son coin, avec des raisons et motivations inconnues, concrètement, plutôt qu'à aider la veuve et l'orphelin. Donc il y a fort à parier que le Nero pourrait être l'ultime ennemi de ce Days Gone 2. J'aurais aimé ne pas avoir un constat si négatif sur Days Gone. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'attendais depuis sa présentation à l'E3 2016. J'en ai peut-être trop attendu, d'où ma déception globale, malgré le fait que j'ai quand même beaucoup apprécié le jeu. Je vais pas répéter les principaux défauts, je pense que je me répète déjà assez sur certains détails, mais je vais insister une dernière fois sur le fait que Days Gone avait tout en main pour être plus qu'un gros jeu AAA exclusif sur PlayStation, aussi bien dans son gameplay, son aspect RPG et son histoire qui aurait dû être bien plus riche. Le bon côté de tout ça, c'est que Ben Studio peut faire mieux, et avec cette fois dès la base du projet un effectif doublé pour le développement d'un Days Gone 2. Pour être franc, je veux que ce projet voie le jour. Je veux que Ben Studio mette la barre beaucoup plus haute, mais je ne pense pas que j'achèterai le jeu Day One. J'attendrai de voir ce qu'il donne, les retours des joueurs, avant de considérer l'achat. Je le ferai uniquement si les trailers et gameplay sont à la hauteur de mes grandes attentes et espérances. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu globalement, qu'est-ce que vous pensez du gameplay, de l'histoire, et est-ce qu'un Days Gone 2
est une bonne idée selon vous? Quelles sont vos théories concernant cette possible suite, qui je pense verra le jour sous la prochaine console de Sony? Me ferait un plaisir de vous répondre, débattons ensemble sur le jeu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche YouTube, histoire de maximiser vos chances d'avoir une notification pour les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, la meilleure solution est évidemment de me suivre sur Twitter, où je suis très actif et où je partage donc absolument tout ce qui est en rapport avec la chaîne. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.